Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la chasse existe toujours, alors qu'on peut produire de la viande facilement. Les Australiens n'en font pas partie. À une époque, la chasse était essentielle à la survie. C'était pas un simple passe-temps. Mais de nos jours, on peut carrément acheter une proie en ligne. Vous voulez chasser le cerf? Il y a des sites web pour ça. Et plus ces bois sont imposants, plus cher vaut la vie de l'animal. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça signifie beaucoup pour nous. L'offre répond à la demande. Les chasseurs veulent abattre des cerfs au grand bois car ils constituent des trophées impressionnants. Cependant, ces cerfs sont de plus en plus rares. On a donc trouvé une solution évidente, élever des cerfs. Le fait que leur futur trophée ait été élevé en captivité ne dérange pas les chasseurs. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est pourquoi les éleveurs des États-Unis s'efforcent de produire des animaux de grande taille. Au Texas, en Pennsylvanie, au Wisconsin et dans l'Indiana, il n'y a pratiquement plus de cerfs sauvages. Il s'agit de bétail élevé dans des fermes et des ranchs qui finit par servir de cible à des chasseurs pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Certains cerfs sont sélectionnés comme reproducteurs et leur matériel génétique est vendu à d'autres éleveurs. Cette activité florissante s'est fortement développée au cours des 25 dernières années, tout comme les bois de ces cerfs d'élevage. Certains sont vraiment massifs. Voyez par vous-même, dans la nature, les bois d'un grand mâle peuvent atteindre une longueur de 5 mètres, voire 7,60 m pour les plus grands. Dans les élevages, les bois des cerfs peuvent atteindre 12 à 15 mètres, voire plus. Précisons qu'il s'agit de la longueur cumulée de l'ensemble des corps. C'est un calcul assez complexe. Il est difficile de croire à de telles tailles, mais c'est un fait. Aujourd'hui, presque tous les États délivrent des permis d'élevage de cerfs. La Pennsylvanie et le Texas comptent à eux seuls plus de 1000 fermes qui ont toutes du succès. La demande ne cesse de croître. Dans le Missouri, cette industrie a rapporté 2,8 milliards d'euros en 2006 et 3,7 milliards d'euros en 2013. La chasse dans les ranchs du Texas est presque devenue une tradition. L'élevage de cerfs y a commencé dans les années 1930. Aujourd'hui, les ranchs texans génèrent un revenu annuel d'environ 93 millions d'euros. Quel que soit l'état, les ranchs se ressemblent. Propriété privée, haute clôture et impressionnants trophées affichant d'énormes bois. À certains endroits, les animaux ont des bois de taille standard, mais ils attirent tout de même l'attention des chasseurs. Je me demande si les autres chasseurs les trouvent bizarres. Les ranchs peuvent être divisés en deux catégories. D'abord, ceux où les animaux et les hommes vivent sur de vastes étendues de terre. Les visiteurs passent la nuit dans des cabanes confortables. Les chasseurs paient un droit d'entrée, ils passent quelques jours à chasser et ils repartent avec leurs trophées. Mais d'après eux, chasser ainsi est aussi difficile que de chasser à l'état sauvage, car le territoire est vaste et il faut traquer les proies. Pour que les visiteurs ne se perdent pas et qu'ils trouvent ce qu'ils sont venus chercher, des guides sont mis à leur disposition pour les aider à localiser la proie de leurs rêves. En outre, il est interdit de tuer les jeunes animaux dans ces ranchs. Lorsqu'un chasseur choisit une cible, le guide lui indique si elle est valable ou non. Le deuxième type de ranch est connu sous le nom de chasse close. Les animaux y sont présentés dans de petits enclos, il suffit de se présenter et de tirer sur la cible que l'on a choisie. Ensuite, on ramène le trophée chez soi. La chasse close fait l'objet de nombreuses critiques et elle est interdite ou restreinte dans 20 États américains. Mais revenons-en au bois des cerfs. Les chasseurs cherchent souvent à tuer les cerfs dont les bois sont les plus gros. Les bois reflètent l'âge et l'état de santé des mâles. Ainsi, pour qu'un cerf développe des bois impressionnants, il doit vivre un certain nombre d'années. Il doit survivre aux prédateurs, aux humains, éviter de rester coincé dans un arbre et ne pas mourir d'une blessure reçue lors d'un combat à la saison du rut. De nombreux facteurs entrent en jeu. Le problème principal, c'est les humains. La saison de chasse dure 2 à 3 mois par an, ce qui complique la tâche des cerfs génétiquement prédisposés à développer de gros bois. Ils se font souvent tuer avant d'en avoir l'occasion. À cause de ça, les femelles ont tendance à vivre beaucoup plus longtemps que les mâles. On estime qu'elles vivent entre 17 et 22 ans selon l'espèce, tandis que les mâles atteignent péniblement 9 à 15 ans. Ne pas avoir de bois prolonge donc leur durée de vie.
De plus en plus de chasseurs acceptent l'idée de laisser aux cerfs le temps de faire pousser leur bois. Mais tout le monde n'a pas la patience d'attendre le début de la saison de chasse, et encore moins l'année suivante. Lorsque le gouvernement interdit aux chasseurs de tuer des cerfs en dehors de la saison de chasse, ceux-ci font appel au ranch. Là, ils sont assurés d'attraper quelque chose, ils peuvent choisir leur cible, et ils n'ont pas à se soucier des restrictions saisonnières. C'est aussi pour ça que la chasse dans les ranchs est de plus en plus populaire, on peut y tirer sur des animaux toute l'année. Dans la nature, la chasse est limitée à de courtes périodes pour éviter de déranger les animaux pendant les périodes d'accouplement et de mise bas. Mais dans les ranchs, personne ne se soucie de ces détails. Ça n'a pas l'air d'une pratique recommandable. En effet, ces ranchs sont souvent critiqués, y compris par certains chasseurs. Ils considèrent la chasse comme une mise à l'épreuve de leurs compétences et de leurs instincts face à des animaux sauvages. Mais des animaux élevés dans des enclos, nourris par l'homme et protégés des prédateurs, sont-ils vraiment des adversaires dignes de ce nom? Ces critiques sont valables. Les chasseurs sont particulièrement critiques de la chasse close. Certains considèrent que les gens qui conservent des cerfs génétiquement modifiés dans de petits enclos sont la honte de leur communauté. Les chasseurs ne représentent que 6% de la population américaine et ils craignent que leur réputation ne soit entachée par ces élevages. Attendez une seconde, génétiquement modifiés? Il ne s'agit pas d'animaux élevés dans des éprouvettes ou nourris aux hormones, une idée qui a tendance à effrayer. Il s'agit plutôt d'accoupler entre eux les animaux les plus performants, comme on le fait avec les chevaux, les moutons et les chèvres. Le problème, c'est que les cerfs sont des créatures sauvages, et leurs biens les plus précieux sont leurs bois. Ça fait penser à ces poulets à la poitrine surdéveloppée qui finissent par se retrouver dans nos assiettes. Comme dans le cas des poulets, avoir des bois trop grands nuit à la santé des cerfs. Regardez ça, c'est plus des bois, ces animaux ont un véritable récif corallien sur la tête. De plus, les cerfs peuvent vivre jusqu'à 12 ans en captivité. Mais les animaux spécialement élevés pour leur bois ne dépassent pas 7 ans, ils meurent prématurément. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Prenons l'exemple de ces cerfs. Ils sont gavés de stéroïdes et de toutes sortes de compléments alimentaires, et leur santé en pâtit. L'industrie progresse vite. Il y a 15 ans, un cerf de Virginie mâle avec des bois de 5 mètres était considéré comme un spectacle rare, mais aujourd'hui, c'est devenu la norme. Ces bois commencent à pousser dès l'année qui suit la naissance, mais ça n'a rien de naturel. C'est l'effet des suppléments qu'on administre aux cerfs. En moins d'un an, leurs bois deviennent à peu près 1,5 fois plus gros. Et la durée de vie des cerfs en souffre, car les animaux dépensent trop de matériel génétique, un processus accéléré par des impulsions électriques dans le rectum. Ça n'a pas l'air agréable, surtout que c'est à répétition. Le matériel recueilli est stocké dans un récipient, puis conditionné sous forme de paille, prête à être vendue afin d'être inséré dans les femelles. C'est peut-être aussi dû à des problèmes génétiques. Pour obtenir des cerfs dotés de très grands bois, on fait se reproduire des animaux étroitement apparentés. Des mères avec leurs fils, des frères avec leurs sœurs. Tout ça ne peut mener à rien de bon. Pourtant, certains éleveurs continuent à élever des animaux uniquement pour leur bois, sans se poser de questions. Les mâles dont les bois ne sont pas assez imposants sont vendus à des ranchs, où ils sont généralement tués dans les 2 jours qui suivent leur achat. La génétique a beaucoup d'importance lorsqu'il s'agit de sélectionner les biches. Avant d'acheter une biche, on étudie la corpulence, le poids et la largeur des bois de sa progéniture, car c'est ce qui compte le plus. Les stéroïdes ne suffisent pas si la génétique n'est pas à la hauteur. En outre, les cerfs doivent être préservés du stress pour que leur bois pousse de manière optimale et ils doivent être bien nourris. Bénéficier de conditions confortables, sans prédateurs et d'un accès constant à la nourriture leur permet également de développer des bois plus volumineux que leurs cousins sauvages. Les éleveurs sérieux comprennent l'importance d'une vie calme pour les cerfs. C'est pourquoi ils n'extraient le matériel génétique qu'1 fois par an, à l'automne, rarement 2 fois. Chaque mâle peut produire entre 80 et 90 pailles, et cette quantité n'entraîne pas de stress important. Elles peuvent valoir très cher, de 420 à 2300 € chacune selon le statut du mâle. En général, une paille suffit pour 2 femelles. Naturellement, il y a des gens prêts à voler les mâles dont le matériel génétique est le plus précieux.
En 1999, le cas de vol de cerfs le plus célèbre a eu lieu en Pennsylvanie. Un éleveur nommé Rod Miller avait acheté un petit cerf nommé Goliath qu'il avait nourri au biberon. Il a vite remarqué que Goliath grandissait beaucoup plus vite que la moyenne. Très vite, Goliath est devenu un véritable géant avec d'énormes bois et il rapportait beaucoup d'argent à son propriétaire. Chacune de ces pailles se vendait 9 300 €. Goliath rapportait entre 186 000 et 1,95 million d'euros par saison. Un matin, l'éleveur s'est aperçu que le grillage entourant l'enclos de Goliath avait été découpé, de même que la clôture extérieure. Rod a alors réalisé que son cerf lui avait été dérobé. Quelqu'un avait endormi Goliath, il l'avait traîné jusqu'à la clôture extérieure à l'aide d'une bâche, puis il avait coupé la clôture et il avait chargé Goliath dans une camionnette. Et il était parti. La police a ouvert une enquête. L'histoire du vol de Goliath est apparue dans des publications locales et internationales dans le monde entier. En 2003, même le Wall Street Journal a publié un article sur cette affaire. Pourquoi ? Car le vol de Goliath était synonyme de millions d'euros perdus. La même année, Rod a participé à une vente aux enchères de cerfs. Après l'événement, il a donné un coup de main pour nettoyer. Et c'est alors que Jeff Spence, un autre éleveur qui n'avait jamais eu beaucoup de succès, l'a approché. Jeff avait visité la ferme de Rod peu avant la disparition de Goliath et il était curieux de savoir comment se déroulait l'enquête. Sans trop savoir pourquoi, Rod a décidé de mentir. Il lui a dit que tout était bouclé et qu'il ne cherchait plus le cerf. 2 semaines plus tard, sur le site internet de Jeff, on pouvait voir la photo d'un énorme mâle aux bois impressionnants. C'était Goliath. Jeff a même réussi à vendre le géant comme trophée à des chasseurs. Heureusement, la vente n'a pas abouti et la justice a rendu Goliath à son propriétaire en août 2003. Malheureusement, pendant son séjour dans l'étable de Jeff, le cerf avait pris trop de poids, ce qui a entraîné de graves problèmes de santé. Malgré les efforts de Rod, Goliath est décédé en décembre 2004 d'une crise cardiaque. Jeff a été condamné à verser 1,1 million d'euros de dédommagement, une petite partie des sommes perdues par Rod. Le voleur risquait également jusqu'à 16 mois de prison, mais il a ensuite été impliqué dans une affaire beaucoup plus sérieuse. Il a été accusé de meurtre, mais c'est une autre histoire. Revenons-en aux cerfs. Outre les préoccupations éthiques liées à la chasse, les cerfs d'élevage constituent une menace pour les animaux sauvages s'ils s'échappent. Ces cerfs sont plus sujets aux maladies, sans parler des ravages génétiques qu'ils peuvent causer au sein des populations sauvages. Il convient de noter que de nombreux chasseurs désapprouvent ces élevages. Certains experts affirment que ces cerfs de Virginie constituent la menace la plus sérieuse pour leurs congénères sauvages et pour la culture de la chasse aux cerfs en général. Aucune réglementation ne régit le transport des cerfs d'élevage, de sorte que le risque de transmission de maladies est très élevé. Les maladies ne font pas de distinction entre animaux sauvages et animaux d'élevage. Des cas de cerfs sauvages tombant malades à proximité d'élevage ont été recensés. Au moins 10 cerfs de Virginie sauvages du Missouri ont été testés positifs à une maladie appelée dépérissement chronique. Ils se trouvaient tous dans une zone de 75 km² autour de 2 troupeaux qui ont également été testés positifs. Le fait que seuls 131 des 300 éleveurs du Missouri contrôlent régulièrement leurs animaux pour détecter les maladies confirme qu'il y a lieu de s'inquiéter. Élever des cerfs est préjudiciable aux cerfs eux-mêmes. On a déjà parlé de leur espérance de vie, mais ces bois énormes ne leur rendent pas non plus service sur le plan de la santé. Pour être honnête, personne ne sait vraiment à quel point c'est grave, car on n'a pas encore pris la peine d'étudier les effets de ces bois sur leur santé. Mais on peut supposer qu'il est pénible pour les cerfs de porter un tel fardeau. Il suffit de les observer pour se rendre compte que certains d'entre eux ont du mal à lever la tête. Mais si l'élevage présente tant d'inconvénients, pourquoi ne pas fermer ces élevages et les rendre illégaux ? La réponse est simple, c'est une question d'argent. Cette industrie injecte des centaines de millions d'euros dans l'économie des États et dans les entreprises locales, tout en créant des dizaines de milliers d'emplois. L'élevage de cerfs connaît une croissance sans pareille, la majorité de ces exploitations ayant vu le jour au cours des 30 dernières années. Des dizaines de milliers de gens se consacrent aujourd'hui à l'élevage de cervidés et ce nombre augmente rapidement.
Avant de nous quitter, puis-je vous demander si vous avez pensé au bouton j'aime? Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous nous faire l'honneur d'un petit clic? À plus.